Bonjour à toutes et à tous. Alors, mon cours s'adresse aux étudiants du semestre S6, filière SVI, parcours biologie et santé, et il concerne le module de neurobiologie des adaptations. Alors, bien entendu, c'est un cours où on va aborder différents concepts neurobiologiques des adaptations à l'environnement. Alors, pour tout ce qui est concept, tout ce qui est mécanisme, bien sûr, leur mise en évidence ou leur découverte a été possible grâce à l'utilisation de techniques, d'outils techniques qui ont permis justement de mettre en évidence ces aspects fonctionnels, adaptatifs de notre système nerveux et donc de notre organisme. Donc, je vais parler dans un premier temps, avant d'aborder les adaptations à l'environnement, les adaptations neurobiologiques proprement dites, eh bien, je vais vous parler des techniques, de quelques techniques d'exploration, des techniques d'étude des systèmes neuronaux, donc des populations, des systèmes neuronaux cérébraux, des techniques qui ont permis justement d'étudier cet aspect-là et en apportant bien sûr des informations concernant ce qu'on appelle l'activité morphofonctionnelle de ces systèmes neuronaux. Donc, il s'agira de techniques d'étude ou d'exploration morphofonctionnelle des systèmes neuronaux, c'est-à-dire des techniques qui vont nous permettre d'avoir une information fonctionnelle sur ces systèmes neuronaux en nous basant sur la morphologie de ces populations neuronales. Alors, ces techniques dont je vais parler, ça sera l'immunocytochimie et l'hybridation in situ. Dans une première séquence, je vais parler d'abord de l'immunocytochimie. Alors voilà donc pour cette première séquence. L'immunocytochimie, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que les techniques immunocytochimiques qu'on appelle ou qu'on abrège ICC pour les initiales immunocytochimiques, en rouge, indiqué en rouge ici, ou immunohistochimiques. Alors, on peut parler de cytochimie, immunocytochimie lorsqu'on réalise la technique à l'échelle cellulaire, ou on parle d'immunohistochimie lorsqu'on réalise la technique à l'échelle du tissu, donc à l'échelle histologique, immunohistochimique. Alors, ces techniques immunocytochimiques sont en fait basées sur des concepts immunologiques d'antigènes et d'anticorps et de leur réaction in vitro dans des coupes tissulaires. Donc, le principe global, c'est de réaliser sur une coupe de tissu, donc qui contient des cellules, peuvent être des cellules nerveuses, des cellules endocrines ou autres. Sur ces coupes, on va faire réagir des anticorps. Ces anticorps spécifiques qui vont, chaque fois qu'ils trouvent l'antigène dans la coupe de tissu, ils vont s'y fixer et former un complexe antigène-anticorps. Voilà, donc ce complexe antigène-anticorps, je vais le visualiser et je vais identifier donc la nature chimique du neurone. Quand on dit antigène, ben c'est une molécule, chez une substance, c'est une molécule chimique. Donc, je vais pouvoir identifier la nature chimique d'une cellule dans une coupe de tissu. Alors, quel est l'objectif de cette technique ou de ces techniques, puisqu'il y a différentes variantes de techniques chimiques? Eh bien, ces techniques ont pour objectif de localiser et où, donc localiser, c'est-à-dire identifier la nature chimique de la cellule ou du neurone là où il est dans le tissu, donc localiser et ou quantifier. On peut même quantifier, par exemple, le nombre de neurones ou de cellules qui ont réagi avec l'anticorps. D'accord? Et bien sûr, cet objectif, ça sera de localiser ou de quantifier sur coupe histologique, et bien entendu, quand on dit sur coupe histologique, donc ça sera fait sous microscope. On va localiser sous microscope divers composés chimiques cellulaires qui sont en fait pour nous les antigènes, qui sont contenus dans des cellules, et ceci suite à leur liaison à un anticorps spécifique contre lequel il est dirigé, contre lequel il est dirigé. Donc, sur une coupe de tissu, je vais faire réagir un anticorps spécifique qu'on aura fabriqué sur la coupe. Eh bien, sur la coupe, si cet anticorps se fixe sur l'antigène en question, je vais dire que ma cellule contient ou elle concentre cet antigène et donc le composé chimique cellulaire et ça me permet donc de localiser les cellules qui contiennent ce composé chimique et on peut même les quantifier.
Alors, pour que ça soit plus clair, voilà donc le principe d'une réaction immunohistochimique. Donc, quels sont les principaux composants d'une réaction cytochimique ou ce qu'on appelle aussi immunoréaction? Eh bien, une immunoréaction, en fait, elle comporte trois composants ou trois composantes principales. Alors, donc, une immunoréaction est composée de trois éléments principaux. Il faut avoir quoi? Il faut avoir, bien sûr, préparé la coupe de tissu qui devrait contenir un antigène qui m'intéresse, que je ne vois pas. Le deuxième composant, c'est la fabrication d'un anticorps primaire. Donc, lorsque je l'applique sur ma coupe de tissu, il va se fixer, il va réagir avec l'antigène, formant un complexe antigène-anticorps. Le troisième composant important d'une réaction immunohistochimique, c'est ce qu'on appelle le système révélateur. C'est-à-dire que sur l'anticorps, il va falloir accrocher une molécule, un marqueur qu'on appelle également traceur, ce marqueur qui va me permettre de visualiser ce complexe, cette réaction antigène-anticorps. Parce qu'en fait, l'antigène n'a pas de couleur, l'anticorps non plus, donc l'anticorps dans le sérum, en solution, il n'a pas de couleur. Lorsqu'il se fixe sur l'antigène et si je passe à l'observation au microscope, eh bien, cette réaction antigène-anticorps, je ne vais pas pouvoir la visualiser. Elle n'est pas remarquée sous microscope. Par contre, lorsque je fixe un marqueur, quelque chose, une molécule que je peux repérer sous microscope, euh, un marqueur, vous verrez différents types de marqueurs qu'on peut utiliser, qui sont colorés euh, ou sous forme d'un précipité noir, etc., etc. Eh bien, donc chaque fois que j'aurai l'anticorps fixé sur l'antigène, j'aurai aussi le dépôt du marqueur sur la coupe de tissu qui contient l'antigène. Donc, lorsque l'anticorps se fixe sur l'antigène, eh bien, je vais dire que la coupe de tissu, elle contient l'antigène X. Si maintenant j'ai fabriqué, je veux détecter ou je veux voir les cellules, par exemple, à noradrénaline, il faut fabriquer des anticorps anti-noradrénaline. Si les anticorps anti-noradrénaline marqués se fixent sur ma coupe de tissu, ça veut dire qu'ils ont trouvé des anticorps spécifiques noradrénaline. Donc, ça veut dire que ma coupe de tissu contient des cellules à noradrénaline. Voilà. Voilà, donc je résume. Une immunoréaction est composée de trois éléments principaux. Le premier, c'est la préparation du tissu qui contient l'antigène, donc la coupe de tissu. Préparer la coupe de tissu qui contient l'antigène à étudier, que je veux identifier. Alors la préparation, bien sûr, elle se fait par fixation, par la réalisation des coupes, etc. Tout ça, on va revenir plus tard lorsqu'on abordera le protocole de la réaction immunohistochimique. Le deuxième élément, c'est l'anticorps, un anticorps dirigé contre l'antigène recherché. Et le troisième élément, c'est le système révélateur qui permet de visualiser l'immunoréaction. Le système révélateur, c'est ça. Voilà, donc il faut la coupe de tissu qui contient un antigène qui m'intéresse, que je veux détecter. Il faut avoir un anticorps spécifique dirigé contre l'antigène que je cherche. Et puis cet anticorps, il faut le marquer par un système révélateur qui permet de visualiser cette réaction antigène-anticorps qu'on parle, qu'on identifie d'immunoréaction. Alors, quelles sont les applications d'immunocytochimie? Alors, en fait, l'immunocytochimie, elle a plusieurs applications. Alors, je vais citer, bien sûr, les applications de l'immunohistochimie au niveau du système nerveux, dans les tissus périphériques et aussi en clinique humaine. Alors, dans le cas du système nerveux, alors il faut savoir que l'immunohistochimie, bien sûr, elle a permis ou elle permet encore de détecter in situ. Alors, quand on dit in situ, ça veut dire que je vais détecter la molécule chimique, le composé chimique, dans la cellule qui le fabrique. Je sais pas comme par exemple un dosage biochimique, je vais broyer le tissu, extraire et faire une extraction du composé et le doser par la suite. Non, là, je vais travailler sur une coupe de tissu qui contient donc les cellules, des cellules, d'accord? Et dans ces cellules est concentré un composé chimique que je vais pouvoir détecter par immunocytochimie. Alors justement, grâce à cette immunocytochimie, on a pu détecter donc in situ, comme je vous l'ai dit, sur la coupe, dans la coupe, des neurotransmetteurs, des neuropeptides, des neurohormones contenus dans les neurones. On a pu également détecter, toujours in situ, dans la coupe de tissu, dans les cellules elles-mêmes, on a pu détecter aussi les enzymes de métabolisme des neurotransmetteurs ou encore leurs récepteurs ou aussi, et aussi les facteurs de croissance. La technique a permis également, elle a été élargie à d'autres
détection, par exemple, la détection des marqueurs de gli. Vous savez ce que c'est que la gli? Donc, c'est une masse de cellules qu'on trouve dans le système nerveux central, qui sont faites beaucoup plus abondantes que les neurones elles-mêmes. Eh bien, ces cellules gliales qui exercent différentes fonctions au niveau de notre cerveau, en particulier un rôle nutritif, nourricier, de soutien, etc. Donc, grâce à l'immunohistochimie et en utilisant des marqueurs spécifiques des cellules gliales, on a pu localiser et voir, disons, la masse gliale, la visualiser sous microscope, cette masse gliale de notre système nerveux central. Voilà, donc il y a le premier aspect, c'est la détection, donc juste détecter, localiser, voir, et sur la coupe de tissu, ces composés chimiques, d'accord? Et bien sûr, grâce à cette immunocytochimie, on a pu déterminer carrément la carte chimique du cerveau, la carte chimique, c'est-à-dire tous les composés chimiques qu'on peut détecter, les neurotransmetteurs, qui peuvent être aussi des neuropeptides, des acides aminés, des neurohormones, les enzymes de métabolisme, les récepteurs, les facteurs de croissance, etc. Donc là, comme je vous l'ai dit, dans le système nerveux central, l'immunocytochimie a permis d'identifier ou d'établir une carte chimique, une carte comme une carte topographique. Et bien là, on a la carte chimique du cerveau grâce à l'immunocytochimie. Alors, non seulement ça, il faut savoir que l'immunocytochimie permet aussi de mettre en évidence des fluctuations d'expression. Qu'est-ce que c'est que des fluctuations d'expression? C'est-à-dire que la quantité du composé chimique qui est exprimé dans une coupe de tissu, eh bien, elle peut changer. On n'a pas forcément la même quantité de composés chimiques exprimés selon les facteurs environnementaux. Donc, lorsque les facteurs environnementaux changent, ils bougent, ils fluctuent, eh bien, les fluctuations des facteurs d'environnement vont entraîner également des changements, des fluctuations dans l'expression du composé chimique contenu dans le neurone. Donc, l'immunohistochimie permet également de mettre en évidence des fluctuations d'expression chimique liées notamment aux facteurs environnementaux. Et s'il y a des fluctuations lorsque les facteurs fluctuent, eh bien, ça veut dire que la cellule elle-même, elle est capable de s'adapter à ce facteur, donc en exprimant des changements dans la quantité de composés chimiques qui apparaît dans la cellule nerveuse. Et bien sûr, par la suite, on essaie de comprendre quelle est la finalité fonctionnelle de ce changement d'expression. Alors voilà donc pour le système nerveux, l'immunohistochimie elle est appliquée pour deux buts, pour détecter in situ donc les composés chimiques qui sont exprimés dans les neurones et aussi détecter les marqueurs de la glie, et d'autre part, mettre en évidence ou découvrir ou identifier des fluctuations d'expression liées aux facteurs de l'environnement qui sont à l'origine d'adaptations neurobiologiques. Alors, dans les tissus périphériques, comme exemple de tissus périphériques, par exemple les glandes endocrines, donc les glandes, c'est quoi une glande endocrine? Eh bien, c'est une glande qui va sécréter dans les cellules, vont sécréter des hormones. Eh bien, dans ce cas, on a pu justement, grâce à l'immunocytochimie, on a pu montrer que différentes populations cellulaires endocrines ont pu être distinguées basées sur leur contenu chimique en hormones. Alors, vous savez maintenant, par exemple, que l'insuline et le glucagon, ils sont produits, excrétés, ils sont produits à partir de cellules pancréatiques. Et justement, l'immunocytochimie a permis de montrer que les cellules qui sécrètent l'insuline ou les cellules qui sécrètent le glucagon constituent des îlots, des groupes tout à fait différents. Alors, donc, on a pu montrer, grâce à l'immunocytochimie et en regardant sous microscope et en utilisant des anticorps anti-insuline, on a pu montrer qu'il y a des îlots dits bêta, c'est-à-dire des groupes cellulaires pancréatiques qui sécrètent l'insuline, qui produisent de l'insuline, et d'autres îlots séparés, d'autres îlots pancréatiques qui, eux, on appelle les îlots alpha, qui sécrètent ou qui produisent du glucagon. Voilà, ça a permis de réaliser disons, une représentation topographique dans le pancréas des différents types cellulaires qui produisent ces hormones. Donc voilà, comme pour le système nerveux central, l'immunocytochimie a permis également de détecter in situ des
un contenu chimique en hormone. Alors, une utilisation qui est actuellement d'usage et qui n'arrête de se développer, c'est que cette technique, elle est très utile en clinique humaine, et en particulier en anatomopathologie. En effet, l'utilisation d'immunohistochimie a été élargie à la mise en évidence d'éventuels biomarqueurs chimiques qui peuvent être des protéines, des peptides, des enzymes, etc. Ces biomarqueurs chimiques, ils sont en fait des indicateurs de pathologie. Alors, ça veut dire qu'on dispose actuellement de molécules chimiques, de biomarqueurs chimiques qui peuvent être soit une protéine, un peptide, une enzyme. Ces biomarqueurs chimiques, donc à partir desquels on a fabriqué des anticorps spécifiques, lorsque j'applique cet anticorps sur un tissu tumoral, lorsque j'applique euh, l'immunocytochimie ou cet anticorps sur un tissu tumoral, alors vous savez ce que c'est, comment on procède pour travailler sur un tissu tumoral humain, eh bien, il suffit bien sûr, le clinicien, lorsque le patient s'adresse au médecin, le médecin doute dans une tumeur, dans un tissu particulier, et généralement, il va demander à ce que le patient fasse une biopsie, c'est-à-dire le prélèvement d'un petit bout de tissu de la tumeur. Il l'envoie au laboratoire d'anatomopathologie. Et au laboratoire d'anatomopathologie, ils font l'immunohistochimie en appliquant des anticorps antibiomarqueurs chimiques pour voir justement si les cellules réagissent à ces marqueurs. Alors, s'ils réagissent à plusieurs de ces marqueurs, qui sont en fait des marqueurs de tumeur, eh bien, ça veut dire que le tissu, est effectivement, il s'agit d'un tissu qui est tumoral. Donc, l'utilisation de ces techniques est élargie à la mise en évidence d'éventuels biomarqueurs chimiques, indicateurs de pathologie. Et donc, cette technique elle continue à avoir un rôle important à jouer en clinique humaine. Alors, à ce propos, je vous cite ici de petits exemples de marqueurs chimiques qui sont utilisés d'usage courant en anatomopathologie, dans les labos d'anatomopathologie, qui sont la chromogranine A et la synaptophysine, qui sont des marqueurs de tumeurs neuroendocrines. Par exemple, la tumeur prostatique, l'adénocarcinome prostatique. Donc, si le tissu prostatique est tumoral, et sur ce tissu, on fait une réaction immunohistochimique pour détecter, pour visualiser la chromogranine A ou la synaptophysine. Et si ce tissu réagit positivement, c'est-à-dire on arrive à identifier une immunoréaction, eh bien, on peut dire que le tissu prostatique chez ce patient est un tissu tumoral, donc il a bien un cancer. Et bien entendu, on dispose même de biomarqueurs qui vont nous indiquer le stade d'évolution de la tumeur. D'accord. Donc, en fonction de la concentration du biomarqueur chimique dans le tissu, eh bien, on peut, le médecin peut identifier le stade d'évolution du cancer, c'est-à-dire soit un stade précoce, soit un stade intermédiaire, soit un stade avancé dans la tumorgenèse. Alors, quelles sont les bases immunologiques de cette technique immunohistochimique? C'est-à-dire, bien sûr, pour réaliser une réaction immunohistochimique sur une coupe de tissu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut disposer de l'anticorps. Donc, il faut fabriquer l'anticorps préalablement. Fabriquer l'anticorps et avec cet anticorps, après, je vais faire la réaction immunocytochimique dont je vais parler pour identifier, pour détecter un composé chimique dont je viens de parler. Alors, bien sûr, comment on fabrique les anticorps? Bien sûr, certainement, vous avez pas mal de données et de connaissances sur les bases immunologiques. Je rappelle juste l'essentiel qu'il faut savoir pour fabriquer un anticorps, juste à titre de rappel. Donc, il faut savoir que, bien sûr, pour fabriquer un anticorps, eh bien, il faut disposer d'abord de la substance antigénique. Donc, déjà, il faut avoir une substance antigénique euh, qu'on a synthétisée auparavant ou alors qu'on a extrait d'une manière naturelle. Donc, des substances antigéniques naturelles ou synthétisées au laboratoire lorsqu'on connaît la séquence. Par exemple, je veux fabriquer des anticorps anti-insuline. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire synthétiser l'insuline chimiquement. Donc, je connais la séquence de l'insuline, je connais sa séquence peptidique. Eh bien, cette séquence
eh bien, je peux la faire fabriquer au laboratoire. Et lorsque je ne connais pas la séquence, on l'extrait à partir de tissus naturellement. Donc, ces substances antigéniques peuvent être soit des macromolécules, c'est-à-dire de grosses molécules, soit des protéines, soit des polysaccharides, comme ça peut être des petites molécules de l'ordre du genre polypeptide, donc un peptide de quelques acides aminés, 3, 4, 5, 7, 8, ou alors des amines, donc une molécule amine qui a une fonction amine, ou alors des acides aminés. Donc là, c'est des petites molécules. Alors bien sûr, je peux citer comme exemple pour les macromolécules, on peut citer par exemple l'insuline, je peux citer les enzymes de biosynthèse de pas mal de neurotransmetteurs dans le cerveau, etc. Pour les petites molécules, il y a les polypeptides, et d'ailleurs dans le cours vous verrez pas mal d'exemples de peptides, de petites séquences d'acides aminés. Les amines comme la sérotonine, donc il y a un neurotransmetteur cérébral, il y a l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, c'est aussi des amines, eh bien, et les acides aminés. Les acides aminés, par exemple, le GABA. Vous savez qu'il y a un neurotransmetteur inhibiteur que concentre notre cerveau qui est le GABA, c'est un acide aminé. Donc, lorsque je fabrique un anticorps dirigé contre une petite molécule, voilà, ou alors je peux fabriquer un anticorps contre une grosse molécule, une substance antigénique, une grosse molécule, une macromolécule. Alors, ces substances, donc, je les ai synthétisées, par exemple, ou je les ai extraites. Je dispose donc de la substance antigénique. Qu'est-ce que je vais faire de ces substances antigéniques? Eh bien, ces substances, je vais les introduire chez un animal receveur. Alors, l'animal receveur, l'animal hôte, qui va lui me fabriquer des anticorps. Donc, ces substances antigéniques qui, après introduction chez un animal hôte, vont donner lieu à la formation d'anticorps spécifiques de ces antigènes. On parle alors d'immunogénicité. Elles sont caractérisées, ces substances antigéniques sont caractérisées bien sûr par leur spécificité à se combiner, à se fixer à cet anticorps qui a été formé. Donc, mettons, je répète, je veux fabriquer un anticorps anti-sérotonine, un neurotransmetteur dans le cerveau. Pour faire fabriquer des anticorps anti-sérotonine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de la sérotonine asynthétique, qui est l'antigène, d'accord? Cette sérotonine, je vais l'injecter chez un animal hôte, donc celui qui va être sensible à cette molécule. Alors, bien sûr, en faisant des injections d'une manière répétitive chez l'animal hôte, l'animal va finir par fabriquer des anticorps anti-sérotonine, d'accord? Et bien sûr, ces anticorps, cette sérotonine, bien sûr, elle est capable de se fixer spécifiquement et à se combiner à l'anticorps qui a été formé. C'est quelque chose, donc c'est une réaction immunologique spécifique. Et l'anticorps formé, il est capable de se fixer d'une manière spécifique à l'antigène de départ, pour lequel, donc, qui a servi pour l'immunisation de l'animal. Alors, qu'est-ce que c'est que ces anticorps? Vous le savez peut-être mieux que moi. Les anticorps, bien sûr, sur le plan structural, c'est ça, chimique. Les anticorps, en fait, c'est ce qu'on appelle des immunoglobulines, des IG, qui sont formés de 4 chaînes polypeptidiques, 1, 2, 3 et 4. 4 chaînes polypeptidiques qui sont reliées entre elles par des ponts disulfures. Alors, vous pouvez voir des petites chaînes courtes qui sont ce qu'on appelle les chaînes légères, désignées par grand L, c'est-à-dire les chaînes légères en anglais, on dit light. Et puis, les chaînes longues qui sont lourdes, alors ils sont désignés par la lettre H, c'est-à-dire la chaîne est EV. Lourd en anglais, ça veut dire EV, ça veut dire lourd. Donc, la chaîne H et la chaîne L. Voilà 4 chaînes polypeptidiques qui sont organisées donc sous forme d'un Y, avec les 2 ailes du Y, et la partie ici. Alors, les 2 ailes de l'Y constituent ce qu'on appelle la fraction variable de l'anticorps, de l'immunoglobuline. On parle de fragments FAB, donc 2 fragments, les 2 fragments là, 2 fragments FAB, d'accord? Et un fragment, l'autre fragment de l'Y, ce qu'on appelle le fragment FC, c'est-à-dire la fraction constante de l'immunoglobuline qui est caractéristique de l'espèce. Donc, les anticorps chez une espèce, ils auront tous la même fraction constante.
Par contre, les fractions qui vont varier, c'est les fragments FAB. Pourquoi? Parce que c'est eux qui comportent le site spécifique de liaison de l'antigène. Bien sûr, euh, euh, chaque anticorps va disposer d'un site spécifique de son antigène respectif. Alors, donc, les anticorps sont des immunoglobulines formées de parties variables spécifiques de l'antigène en question et d'une partie constante. Les immunoglobulines ont une forme en Y, deux fragments FAB, un fragment FC, comme je viens de le décrire. Une IG, c'est quoi? C'est 4 chaînes polypeptidiques HCl, reliées entre elles par des ponts du sulfure et qui disposent d'un ou de plusieurs sites de liaison pour l'antigène spécifique. Il peut y avoir un ou plusieurs sites de liaison, de liaison pour un antigène spécifique. Alors, notez bien que, en fait, les différents types d'immunoglobulines, donc en fait, dans notre organisme, dans notre sang, on dispose de différents types d'immunoglobulines. Alors, c'est des immunoglobulines qui se caractérisent par des différences de leur chaîne lourde, les chaînes H. Donc, cette chaîne lourde qui est plus ou moins euh, longue selon les types d'IG. Et en fait, ces différents types d'immunoglobulines, elles vont se retrouver dans des proportions particulières. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types d'immunoglobulines. Donc, il y a les IgG, les IgA, les IgD, etc. Et ce sont les IgG, les immunoglobulines G, qui sont majoritaires. Donc, ils représentent 75% de l'ensemble des IgG, de l'ensemble des IG dont on dispose. Donc, ce sont en fait les principales immunoglobulines de la réponse immunitaire. Alors, on trouve ce qu'on appelle aussi les IgA, à la proportion de 15%, les IgD 1%, IgE inférieur à 1%, et puis enfin, il reste des immunoglobulines qui sont inclassables. Mais la majorité, il faut savoir que les IgG, la majorité des immunoglobulines sont sous forme d'IgG. C'est pour ça que par abus de langage, lorsqu'on parle des anticorps, on parle d'IgG. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un antisérum? Eh bien, un antisérum, c'est un sérum qu'on recueille à partir d'un animal qu'on a immunisé contre un antigène. Donc, on parle d'un antisérum ou un sérum humain. D'accord? Alors, sérum humain ou sérum ou antisérum, ça veut dire on a prélevé le sérum d'un animal qui a issu, le sérum d'un animal qui a subi une immunisation, c'est-à-dire chez lequel on a injecté l'antigène qu'on avait synthétisé auparavant. Alors, cet antisérum ou sérum humain, il contient bien entendu des anticorps puisque on a injecté les antigènes chez l'animal hôte. Alors, ces anticorps, on peut disons, fabriquer deux types d'anticorps. Il y a ce qu'on appelle les anticorps polyclonaux et il y a les anticorps monoclonaux. Alors, les anticorps polyclonaux, euh, dans l'appellation polyclonaux, ça veut dire qu'ils sont produits par différents clones, plusieurs clones lymphocytaires, donc produits par différents clones lymphocytaires, qui sont capables de reconnaître divers sites de l'antigène en question d'intérêt, qui nous intéresse. Alors voilà l'antigène. Lorsque j'ai un sérum qui contient des anticorps polyclonaux, eh bien, j'aurai en fait différents types d'anticorps qui sont capables de reconnaître le même antigène puisqu'ils ont été fabriqués chez l'animal alors qu'on l'a immunisé avec un seul antigène. D'accord? Donc, et lorsque la réaction immunitaire chez l'animal est activée, ça veut dire que les clones, que les différents types de lymphocytes se sont multipliés, ils se sont mis à travailler et à fabriquer, produire et à excréter des anticorps. Et ces anticorps, donc chacun, anticorps 1, 2, 3, chacun est issu d'un lymphocyte, d'un clone lymphocytaire, mais qui sont tous capables de reconnaître le même antigène, mais à des sites de liaison différents qu'on appelle épitopes. Donc là, vous voyez, j'ai l'épitope 1, 2 et 3. Par contre, les anticorps monoclonaux, lorsque monoclonaux, vous avez donc compris, polyclonaux, ils sont issus de plusieurs clones lymphocytaires, donc ils ne sont pas forcément tous identiques, mais ils sont capables de reconnaître le même antigène en s'y fixant à différents sites de liaison. Par contre, les anticorps monoclonaux, ils sont fabriqués par un seul clone de lymphocyte B. Alors, bien sûr, on les fabrique chez des petits animaux, en l'occurrence la souris.
Par contre, les anticorps polyclonaux, on les fabrique chez enfin, des animaux assez gros, chez le lapin par exemple, la chèvre ou le mouton. Donc l'antisérum, il va contenir en fait euh, tous ces anticorps. Donc ça sera un mélange d'anticorps qui sont des anticorps polyclonaux. Les anticorps monoclonaux, eux, comme je viens de vous le dire, ils sont fabriqués chez une petite espèce animale qui est la souris. On les fabrique en s'aidant à l'aide des cultures cellulaires. Et donc, ils sont tous identiques puisqu'ils sont issus d'un seul clone lymphocytaire. Donc, on va sélectionner un seul lymphocyte B qui va me produire la même immunoglobuline, le même anticorps, donc l'anticorps identique, et le même anticorps, donc il se fixe d'une manière spécifique sur un seul épitope. Il se fixe sur un seul épitope. Donc, ils sont tous identiques et reconnaissent un seul épitope. Et bien entendu, l'antisérum contient donc un seul anticorps. Donc là, j'aurai un mélange d'anticorps et là, j'aurai un seul anticorps issu d'un lymphocyte. Et là, ils sont issus de plusieurs lymphocytes. Alors, les anticorps monoclonaux, justement, puisqu'ils sont capables de reconnaître le même site, ils sont très spécifiques. Mais par contre, leur inconvénient, c'est qu'ils sont peu sensibles. C'est-à-dire, pour qu'ils me donnent une bonne immunoréaction sur une coupe de tissu, il faut que j'utilise une plus forte concentration par rapport aux anticorps polyclonaux. Les anticorps polyclonaux, vous voyez que sur le même antigène, plusieurs anticorps marqués peuvent se fixer et là, je vais avoir une réaction assez ample sous microscope. Là, c'est moins évident puisqu'il faut beaucoup d'anticorps euh, pour avoir une réaction vraiment bien colorée, bien appréciable sous microscope. Donc ceux-là sont très spécifiques mais peu sensibles. Les anticorps polyclonaux sont moins spécifiques, mais par contre, ils sont beaucoup plus sensibles, c'est-à-dire il suffit d'utiliser des concentrations très faibles d'anticorps pour avoir une bonne immunoréaction. Alors, donc, pour préparer ces anticorps, en l'occurrence, d'abord les anticorps polyclonaux. Alors, vous voyez ici euh, la personne qui est en train de faire son immunisation de l'animal dans une animalerie. Vous voyez des cages où il y a les animaux. Bon, on a dit que les anticorps polyclonaux, on a souvent recours aux lapins pour les fabriquer. Donc, vous voyez, la personne est en train d'injecter la solution d'antigène. Il l'injecte où? Il va l'injecter par voie veineuse dans une veine qui traverse l'oreille du lapin, puisque c'est une veine qui est assez large et confortable d'accès. Donc, il peut facilement introduire sa seringue et injecter la solution. Alors, mais au fait, qu'est-ce qu'il va injecter? Donc, bien sûr, on a dit, il faut injecter l'antigène et l'animal va réagir à cet antigène en fabriquant des anticorps. Alors, mais en fait, il ne va pas injecter que l'antigène, il va injecter ce qu'on appelle un immunogène. Vous voyez ici un flacon qui contient ce qu'on appelle un immunogène. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet immunogène? On trouve bien entendu l'antigène. Donc là, vous avez encore euh, comment on prépare ces anticorps polyclonaux. Vous avez une petite image caricaturée du lapin, donc chez lequel on va introduire l'immunogène. Alors, dans cet immunogène, il y a bien entendu l'antigène, qui est important, ce qui nous intéresse. Par exemple, quand on dit l'insuline, la sérotonine, la dopamine, le GABA, etc. Une enzyme de synthèse, etc. Donc, il faut que l'immunogène contienne l'antigène, mais on va rajouter à cet antigène d'autres composants. Alors, un des composants majeurs pour renforcer un petit peu et stimuler la réponse immunitaire chez l'animal, on va mettre un additif, ce qu'on appelle un adjuvant. Et l'adjuvant qu'on utilise, souvent, c'est l'adjuvant de Freund. Alors, cet adjuvant de Freund, c'est quoi? Eh bien, c'est des bacilles de coque inactivées qui sont donc diluées dans une huile minérale, dans des gouttelettes d'huile minérale. Donc là, c'est pour stimuler la réponse immunitaire. Donc avec l'antigène, je rajoute l'adjuvant. Alors, mais il faut savoir que l'antigène, donc je vous ai parlé, si vous vous rappelez bien, on a parlé de macromolécules. Pour les antigènes, ça peut être des macromolécules, ça peut être des petites molécules. Alors, pour les macromolécules, c'est des grosses protéines. Ils peuvent être suffisamment immunisantes pour l'animal en présence de l'adjuvant. Mais lorsqu'il s'agit de petites molécules,
toute petite molécule chimique, comme un tout petit peptide de 4-5 acides aminés, ou d'une amine, par exemple une catécholamine, ou d'un acide aminé. Là, la petite molécule, elle n'est pas assez immunisante pour l'animal. Donc, en fait, l'animal, il ne réagit pas très bien euh, aux petites molécules. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment qu'il reconnaisse la molécule et pour stimuler davantage son système immunitaire lorsqu'on a affaire à des petites molécules? Eh bien, on va coupler l'antigène à une protéine porteuse. Donc, on va le faire porter par une grosse protéine qui peut être l'albumine, généralement l'albumine. Et comment on va coupler, associer l'antigène avec la protéine de couplage qu'on appelle la protéine carrier. En anglais, la protéine porteuse, c'est le carrier. Donc, comment on va les associer? En utilisant ce qu'on appelle un agent de couplage. Donc, on va coupler l'antigène à l'albumine, au carrier, grâce à un agent de couplage, comme par exemple un aldéhyde chimique qui est le glutaraldéhyde. Voilà. Donc, vous voyez que pour immuniser l'animal, on n'utilise pas que l'antigène, on utilise un immunogène qui contient l'antigène, parfois couplé à une protéine porteuse et un adjuvant. D'accord? Alors, bien sûr, on va faire des injections répétitives. Donc, il va immuniser une fois l'animal, il le remet dans l'animalerie, dans sa cage. Il revient au bout de, par exemple, de 15 jours. Il refait une deuxième injection. Au bout de 15 jours, il revient pour faire la troisième injection, la quatrième, etc. Donc, on fait des injections répétitives pour vraiment que l'animal hôte reconnaisse cet antigène comme étant étranger et il va commencer à fabriquer des anticorps. Il va stimuler son système immunitaire pour fabriquer des anticorps. Donc, au bout d'un certain temps, on va prélever le sang de l'animal, faire la centrifugation, récupérer le sérum, donc qu'on appelle un antisérum. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'un animal qui a été immunisé pour une molécule donnée, pour un composé chimique. Donc, dans cet antisérum, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver bien sûr des anticorps anti-antigènes, voilà le Y, l'immunoglobuline, spécifique de l'antigène, mais on peut également avoir des anticorps anticontaminants. Tous les autres constituants aussi peuvent induire la fabrication d'anticorps. Donc, on aura aussi des anticorps contaminants. Alors, bien sûr, l'immunisation va être à l'origine d'anticorps spécifiques et d'anticorps non spécifiques. Alors, bien sûr, après, par une procédure chimique, on va pouvoir éliminer tout ce qui est contaminant par des chromatographies. Alors, donc, je résume. Pour la préparation d'anticorps polyclonaux, on injecte, donc je répète ce que je viens de décrire là, on injecte d'une façon répétitive un échantillon de l'antigène couplé ou non à une protéine porteuse, le carrier, pour augmenter, comme je viens de vous le dire, pour stimuler l'immunogénicité, augmenter l'immunogénicité. Alors on utilise comme protéine porteuse l'albumine, et comme agent de couplage le glutaraldéhyde. Alors cette injection qu'on fait d'une manière répétitive se fait donc, on l'injecte à un animal, le plus souvent le lapin ou la chèvre. Le conjugué, comme je viens de vous le dire, est presque toujours mélangé à un adjuvant dont le rôle est de stimuler les réactions immunologiques. L'adjuvant de Freund est le plus utilisé. On va donc injecter un immunogène et non pas un antigène. Alors, une à plusieurs semaines après l'injection de l'antigène, eh bien, on va prélever le sang de l'animal, puis on recueille le sérum qui est riche en anticorps. Donc, on parle d'antisérum ou de sérum humain. Alors, par contre, lorsque je récupère le sérum d'un animal ou d'un individu qui n'a pas été immunisé par une molécule chimique, eh bien, on ne va pas parler d'antisérum. Donc, un antisérum, lorsque le sérum est issu d'un animal immunisé. Si l'animal n'est pas immunisé, on va parler de sérum toco ou de sérum non humain. Voilà. Donc, cet antisérum qu'on va recueillir, eh bien, il va puisque c'est un anticorps polyclonal, donc différents lymphocytes vont se mettre à produire et à excréter des anticorps, des immunoglobulines. Donc cet antisérum contient différents anticorps dits polyclonaux produits par différents plasmocytes et reconnaissant divers sites de l'antigène d'intérêt. Donc ils vont reconnaître différents sites de l'antigène qui sont les épitopes.
Alors, on peut également avoir, pour faire une réaction immunohistochimique, à la préparation d'anticorps dits monoclonaux. Alors, la préparation d'anticorps monoclonaux, elle est un petit peu plus compliquée. Donc, on a recours à la biotechnologie, beaucoup d'aspects biotechnologiques. Euh, mais vous verrez quel est l'intérêt de ces anticorps monoclonaux. Alors, donc, on va procéder au départ comme pour l'anticorps polyclonal, c'est-à-dire on va immuniser un animal contre un antigène qu'on peut désigner par A, un antigène X, un antigène A. Donc, on va injecter un immunogène chez un animal. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'animal qu'on utilise pour les monoclonaux, ça n'est ni le lapin ni la chèvre, c'est une souris, la souris. Donc, j'immunise l'animal, je fais des injections répétées. Au bout d'un certain temps, je vais aller faire, je vais me diriger avec une seringue, une aiguille, vers l'organe immunitaire de l'animal, vers la rate. Donc, on va vers la rate, on va faire une ponction carrément des lymphocytes. Donc, au lieu d'aller injecter, prélever dans le sang les anticorps, la solution, le sérum avec les anticorps, je vais plutôt prélever cette fois-ci les cellules, les lymphocytes, donc les cellules d'immunité, les lymphocytes, je fais une ponction, voilà, les lymphocytes, donc ils sont schématisés ainsi, donc qu'est-ce que j'aurai? Des lymphocytes qui sécrètent, qui expriment à leur surface des anticorps, des immunoglobulines. Et vous voyez, j'aurai plusieurs lymphocytes, donc plusieurs clones lymphocytaires, et chaque clone lymphocytaire va produire différents anticorps qui vont être libérés, bien sûr, ensuite dans le sang. Donc j'aurai différents clones lymphocytaires. Alors, pour fabriquer des anticorps abondants à partir de cette masse lymphocytaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre ces lymphocytes, on va les immortaliser. Comment on va les immortaliser? Donc, les rendre immortels pour qu'elles continuent à vivre et à produire indéfiniment des anticorps. Donc, je vais les fusionner avec des cellules du plasmacytes tumoraux, donc, que j'aurais prélevé à partir d'un site tumoral. Je vais les faire fusionner. Alors, pourquoi les faire fusionner avec des cellules tumorales? C'est pour les rendre immortels. Et lorsqu'ils fusionnent avec des cellules tumorales, je vais avoir ce qu'on appelle un hybridome. Un hybridome. Voilà. Donc, après, bien sûr, je vais procéder, bien sûr, j'aurai dans mon tube des lymphocytes qui ont fusionné et d'autres qui ne vont pas fusionner, donc je n'aurai pas fusionné à 100%. Après, je vais réaliser, je vais mettre en culture, donc je vais les mettre en culture en milieu HAT pour sélectionner les plasmocytes immortalisés, les lymphocytes immortalisés, donc qui ont fusionné, et donc je vais sélectionner tout ce qui est hybridome. Alors, ces hybridomes, bien sûr, ils vont être disposés dans cette plaque. Vous voyez, vous avez une plaque, ce milieu de culture qui a une plaque avec des micro-puits et la dilution, elle est réalisée de manière à ce que chaque micro-puits contient un seul hybridome. Voilà. Donc, les hybridomes, je les mets dans ce milieu de culture, je vais les sélectionner, les séparer de manière à ce que j'ai un seul, vous voyez là, un seul hybridome. Donc, chaque puits que vous voyez blanc, il y a un seul hybridome. Alors, qui dit un hybridome dit un seul lymphocyte, c'est-à-dire un seul clone lymphocytaire. Donc, après, on va pouvoir aller prélever un seul clone, un seul hybridome, on va le mettre en culture pour le multiplier. Donc, soit je réalise une culture in vitro, d'accord, dans des, des boîtes de pétri, ou alors je peux faire une multiplication in vivo, donc dans l'intestin de la souris. Et là, c'est pour multiplier les hybridomes. Donc, j'aurai là un hybridome, donc un clone lymphocytaire que je vais multiplier. Et lorsque je les multiplie, je multiplie également les anticorps qui sont portés par ces lymphocytes. Donc, j'aurai une forte concentration, donc comment dirais-je, une sécrétion, une excrétion, une sécrétion plutôt d'anticorps qui sont issus du même lymphocyte, du même hybridome. D'accord? Donc là, je peux utiliser cette solution d'anticorps monoclonaux pour réaliser ma réaction immunochimique dont je vais parler par la suite. Voilà. Donc ça, ce qu'on appelle la technique de l'hybridome. D'ailleurs, cette technique de l'hybridome que je résume ici. Donc le principe de la technique consiste
pour la préparation d'anticorps monoclonaux consiste à immortaliser les lymphocytes en les fusionnant avec des cellules cancéreuses immortelles. Vous voyez, donc étape 1, d'abord j'immunise la souris. Ensuite, l'étape 2, je prélève les lymphocytes qui sont porteurs d'anticorps. Ensuite, je fais fusionner ces lymphocytes avec des cellules tumorales issues par exemple de la moelle osseuse. Après, j'aurai la réalisation, j'aurai l'apparition ou la formation de lymphocytes immortels, donc ils vont être fonctionnels tout le temps qu'on le souhaite. Ces lymphocytes immortalisés, après je vais les mettre en culture, d'accord? Et en les mettant en culture, eh bien, je vais multiplier l'hybridome, le lymphocyte immortalisé, et je multiplie également les anticorps qui sont à la surface. Bien sûr, la culture, on a dit, on la réalise soit in vitro, soit in vivo dans l'intestin de l'animal. Et donc là, j'aurai une forte production d'anticorps qui sont issus du même lymphocyte, donc du même clone lymphocytaire. D'accord? Donc là, on parle d'anticorps monoclonaux. Alors, bien entendu, ici, ça reprend ce que je viens de dire. Les hybridomes remis en culture dans une plaque à puits, à une dilution moyenne d'une seule cellule par puits. Ensuite, le puits produisant le bon anticorps est recherché et peut alors être mis en culture en volume plus important. Il va donc me synthétiser éternellement l'anticorps. Donc là, je peux les conserver dans un congélateur à moins 80, les, 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 les lymphocytes, et à chaque fois que je veux que ça me produise des anticorps, je les sors et après je sors quelques hybridomes et je fais ma culture et je produis les anticorps monoclonaux. Et donc la multiplication in vitro, culture, ou in vivo chez l'animal de ces clones permet d'obtenir une quantité en théorie illimitée d'immunoglobulines qui sont toutes identiques. Voilà. Alors je résume encore ce que je viens de dire. Donc il faut savoir que les anticorps monoclonaux sont le produit d'une fusion entre un lymphocyte B et une cellule cancéreuse, par exemple la plasmocyte tumorale, issue de la moelle osseuse, qu'on appelle le myélome. Ces anticorps monoclonaux sont fabriqués par un seul clone de lymphocyte B, donc ils sont tous identiques et reconnaissent un seul épitope. Ils gagnent donc en précision, puisqu'on a dit qu'ils sont spécifiques, ils gagnent donc en précision, ce qu'ils perdent en sensibilité. Et par conséquent, ils sont très spécifiques, mais peu sensibles, contrairement aux anticorps polyclonaux qui sont moins spécifiques, mais qui sont beaucoup plus sensibles, c'est-à-dire on se sert d'une concentration, on les utilise à des faibles concentrations, alors que les monoclonaux, il faut les utiliser à des concentrations plus fortes. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de produits à utiliser. Et en plus, ils sont très, très chers pour leur achat ou leur fabrication. Alors, ces anticorps monoclonaux, comme on vient de le dire, ils sont en plus fabriqués par des cultures cellulaires, pardon, et puisqu'ils sont fabriqués par des cultures cellulaires, eh bien, leur durée de production, elle dépend donc de la vie de l'animal. Ça veut dire que la vie de l'animal, elle s'arrête là. Donc là, on peut sacrifier l'animal, on n'a pas besoin. On prélève les lymphocytes et après, on travaille avec les lymphocytes euh, tout le temps qu'on veut. Par contre, pour l'anticorps polyclonal, si vous vous rappelez bien, eh bien, on a besoin que l'animal reste vivant parce qu'à chaque fois, on prélève de son sérum pour avoir les anticorps polyclonaux, le sérum polyclonal, antisérum polyclonal. Donc, les monoclonaux sont fabriqués par des cultures cellulaires et leur durée de production dépasse de loin la vie de l'animal. En plus, leur avantage, c'est qu'on se sert de petits animaux. Donc, des petits animaux sont utilisés, tels que les souris, pour donner naissance aux lymphocytes. D'accord? Ce qui permet de tester un grand nombre d'anticorps pour trouver le bon. Donc, je peux, par exemple, immuniser plusieurs souris. La souris, ça coûte 3 fois rien. Alors que le lapin ou la chèvre qui produisent les anticorps polyclonaux, ça coûte beaucoup plus cher. Vous voyez, donc, déjà, l'animal de départ pour la fabrication des anticorps polyclonaux et monoclonaux, bien sûr, ça n'est pas le même et donc le coût n'est pas le même. Alors, pour finir donc avec cette notion d'anticorps polyclonaux et monoclonaux, là je reprends ce que je viens de dire pour insister, pour que ça soit clair dans vos esprits.
qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que un antisérum polyclonal, donc c'est un antisérum qui contient des anticorps polyclonaux, eh bien, ce sérum, il contient un mélange d'anticorps, on a dit issus de différents clones lymphocytaires, alors que pour les anticorps monoclonaux, donc dans une solution, on va trouver un seul anticorps, un seul type d'anticorps issu d'un seul clone lymphocytaire. Alors ici, bien sûr, ces anticorps, ils vont reconnaître l'antigène à différents épitopes. Donc j'aurai les anticorps polyclonaux, ils vont pouvoir se fixer sur l'antigène à différents sites de liaison, différents épitopes. Donc l'antigène reconnu par plusieurs épitopes, alors que pour les monoclonaux, l'antigène, il est reconnu par un seul épitope. Donc une spécificité très étroite. D'accord? Alors, je m'arrête ici donc pour cette première séquence et dans la deuxième séquence, on parlera de, justement du protocole d'immunocytochimie proprement dit, maintenant que vous avez les bases immunologiques qui précèdent.